Et le gars ferme la fenêtre. Alors je savais qu'ils avaient déjà 20-25% de prime, parce que je passais un jour et demi par mois avec chaque chef de service sur ces conneries-là. Ils sont gonflés. Mon dernier bouquin s'appelle Un petit patron naïf et paresseux. Un patron doit être paresseux. Pour moi, c'est pas un patron. Hein, les patrons qui travaillent ne sont pas des patrons, on est des montreurs d'étoiles. On n'est pas. Hein. Et moi qui suis paresseux, passer un jour et demi sur ça, ça me gonflait, quoi. Et le gars finit par m'avouer, je dis, pourquoi vous fermez les fenêtres? Il finit par m'avouer, ce que je ne savais pas, c'est que plus il faisait chaud, plus il avait de primes. Non, riez pas, ça fait des années après, j'ai un gendre qui est remarquable. D'abord parce qu'il m'a fait de très belle petite fille, et il est patron de toute la logistique pour le SAF. Hein. Le SAF, c'est un groupe important dans le Nord qui fait toute la levure et le malt. Hein. Donc patron de toute la logistique mondiale, les bateaux, les avions, les trains, tout, etc. Donc c'est un bon quand même. Hein. Pendant un temps, il bossait pour un groupe anglais. À partir de fin octobre, il était à la maison. Moi, j'étais inquiet pour ma petite fille, je dis, du fou là. Il me dit, je travaille plus, je vais gagner moins. Parce qu'il a un système de quotas, s'il faisait plus, faites gaffe aux primes, hein, parce que les mecs travaillent pour les primes. Ils ne travaillent pas pour des pièces. Donc, je vois ça, le gars m'avoue ce truc-là, que plus il faisait chaud, plus il avait de primes. Je dis, putain, bien con, on réunit l'usine, tout de suite, on réunit l'usine. Alors, quand tout le monde est réuni, j'ai dit, écoutez, je raconte l'anecdote. Je dis, je vais voir ça avec Marcel, qui m'a raconté ça. Est-ce que vous réalisez que c'est pas parce qu'on vous donne de l'argent qu'il fait moins chaud? Je vous laisse réfléchir. Non, parce que le commun des mortels, il ne pense pas à ça. Hein. Au lieu de garder cet argent-là pour faire en sorte qu'il fasse moins chaud, on le donne aux gens. On finance le dysfonctionnement. Et je leur dis, écoutez, on est devenus fous. Vous voyez, jusqu'à 20-25% de votre salaire, vos femmes ne savent pas combien elles vont avoir pour vivre. Alors je vous propose un truc, ce que chacun a eu, même moi, parce que le patron me donne des primes de temps en temps, basées sur rien, c'est sur l'habitude de lui, il me file des primes. On va tous mettre ce qu'on a eu depuis 2 ans chacun, y compris moi. On va mettre ça en salaire, il n'y aura plus jamais de primes. On commence à discuter, évidemment les cadres, ouais, non, ouais, tu penses. Je dis, bon, allez, on vote à main levée. Tu penses que tout le monde a main levée, sauf les cadres. Donc j'ai dit, ok, à la fin de ce mois-ci, je vois ça avec la compta, vous aurez dans votre salaire la moyenne des que chacun ait de primes. Et il n'y aura plus jamais de primes, des supprimer les primes. Et un mois après, je me suis dit, il faut quand même quelque chose de collectif. Alors j'ai réuni le CE et je leur ai dit, écoutez, pour rester à l'encours, qui est notre rêve partagé, il faut qu'on fasse 20% de cash flow. Et je vais expliquer ce qu'est le cash flow. Hein, c'est une GW, un comptable, tu es d'accord? GW sur la fiscale, la première page, le cash flow. On soit clair avec les ouvriers. Il va falloir apprendre les GW, parce que ça passe au conseil d'administration, ça passe à l'expert comptable, ça passe au fisc, donc on ne peut pas tricher avec ça. D'accord? Bon. Si on fait plus de 10%, on va prendre 7% de cette place-là qu'on se partagera à égalité. Et c'est comme ça que j'ai instauré la prime à égalité. Supplément les primes, qu'est-ce qui s'est passé? Les cadences ont augmenté aussi. Alors là, j'ai voir les dames, mais je ne comprends pas. Bon, vous faisiez tant de pièces, et là, vous faites 15% en plus. Et elles m'expliquent, premièrement, qu'elles avaient fait ça pour m'aider à prouver au cadre que j'avais raison. Deuxièmement, elles avaient un rythme. Il y en a une qui m'a dit il y a un rythme qui aide la journée à passer. Elles avaient un rythme physiologique de moindre fatigue qui était plus rapide que le rythme précédent. Et quand je ne lui prenais pas fait avant, elles m'ont dit mais monsieur, si on avait fait ça avant, on n'aurait plus jamais eu de prime. Parce que le gars qui chronométrait, quand ça montait tôt, il remontait le quota. Donc elles dosaient leur effort pour le maximum de primes, ce qui est humain. Vous voyez l'intérêt des contrôles, bon, ça nous amène, les intérêts des primes, ça nous amène. Hein, les commerciaux, qu'est-ce qui les motive? Le commercial qui ramène une affaire, l'ouvrier raisonne comment, lui? C'est en nombre d'emplois. C'est une affaire qui fait combien d'emplois? Alors là, il y a 20 ans. Putain, il y a 20 emplois. Le commercial, c'est le roi du monde qui ramène 20 emplois dans l'entreprise. C'est ça qui les motive, les commerciaux. Ils valent de l'or, mes commerciaux, moi. Les commerciaux qui sont capables de faire... Mais ils savent très bien que s'ils partent, les pauvres vieux, pour un billet d'avion, pendant 3 semaines, alors que leur billet d'avion, ils téléphonent eux-mêmes, ils vont les prendre. C'est pour ça qu'ils ne partent pas. Alors dans le même temps que je vous raconte ça, dans le même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mes tours d'usine, j'ai constaté un truc. Quand on est honnête et de bonne foi, on voit bien que chaque fois qu'il y a un problème, c'est de sa faute. Que c'est la faute du patron, ou la faute de la structure, donc sa faute. À chaque fois qu'il y a un problème, je me dis putain, j'aurais pu y penser. Merde, il me l'avait dit, c'est con, je ne l'ai pas fait. C'est de sa faute. Lâchement, comme je ne pouvais pas dire c'est ma faute, je dis putain, si on bosse comme ça, pas pour rester à l'encours. C'est notre village, ça. Hein, et c'est devenu un réflexe. Là-dessus, j'ai un confrère anglais qui se casse la figure d'un compteur d'eau. Je le rachète, je le ferme, je rapatrier les machines, les outils, je fais 200 chômeurs le côté de l'Angleterre. Le patron actionnaire à 100% quand même. Il m'appelle, il me dit, je dis, voilà, je raconte. Il me dit, pourquoi tu ne gardes pas l'usine anglaise sur les compteurs d'eau? Et puis en France, je suis spécialisé dans l'automobile. Je dis, écoutez monsieur, si vous voulez faire ça, vous changez de DG. Parce que ce n'est pas notre rêve partagé. Et ça m'est venu comme ça. Notre rêve partagé, c'est de rester à l'encours. Et vous le verrez dans le film, hein, la force du rêve partagé.
Là-dessus, étant un peu cartésien quand même, hein, je m'en excuse, mon grand-père était suisse, j'ai encore deux passeports, donc il me reste quelque chose quand même d'huguenot. Je me dis, rêve partagé, c'est bien, mais il faudrait quelque chose de plus concret. Comme j'avais supprimé les primes, j'ai supprimé les objectifs. Donc j'invente l'objectif unique, toujours plus c'est mieux pour moins cher pour mon client. Et je le porte cet objectif-là, objectif unique. Après, il y a mes deux fameuses valeurs. Alors, ça, c'est le service militaire, Général Étienne. Mon service militaire, je vois un petit char marrant, le FT-17. Et je me cultive. Je me rends compte que c'est génial, le FT-17. C'est ce qui a permis de bloquer les Allemands en 18, parce qu'en 18, ils avaient percé les Allemands. Hein. Et je me cultive et je découvre le Général Étienne, qui est un mec exceptionnel, parce que bien que militaire, il est allé chercher un civil pour régler un problème militaire. Ce qui est exceptionnel pour un polytechnicien militaire. C'est impensable, ça. Il est allé chercher Renault. Et c'est Renault qui a inventé le FT-17. Donc je me cultive sur le général Étienne, qui était colonel à l'époque. Et c'est lui qui disait, dans tout système, il y a deux valeurs. Il y a des valeurs morales qui assurent la pérennité, comme la fidélité. Il y a des valeurs techniques qui permettent de structurer son environnement, comme la gentillesse. Hein. Et je me suis dit, il faut deux valeurs. Comme les oiseaux, comme tout ce que je vous ai dit. Et là, je dis, ben voilà, Favie, il y aura l'amour du client et l'homme. J'avais déjà mon unité de mesure, parce que j'ai vu très vite que quand je disais à un ouvrier, il faut baisser les coûts de 5%, je parlais tout seul. Par contre, quand je leur disais on fait 200, on ne peut pas faire 210, c'est amorcé. Donc on avait une unité de mesure, hein, le nombre de pièces bonnes à leur payer. Et il y avait le partage à égalité de la prime, la même prime pour tout le monde. Et vous voyez dans le film, hein, l'ouvrier quand il reçoit sa prime, et on a la même chose que le patron, hein, tout le monde a la même prime chez nous. Des années après, je rencontre Shiba. Et Shiba tombe amoureux de notre système, parce que pour un japonais, c'est pas pensable notre système. Hein. Et je lui explique. Alors il venait tous les ans, Shiba, et je lui raconte. Et puis il me dit, vous savez pourquoi ça marche? Ben, je dis non. Ben, il dit, vous savez, Jean-François, il y a deux dimensions. Il y a la dimension du cœur, de l'âme, du poète. Mais le poète, il est toujours là-haut, le poète. Puis là, numérique, hein, numérique, le cerveau, numérique, l'ingénieur. Mais toujours là, l'ingénieur. Et il faut toujours qu'une dimension renforce l'autre. Et vous avez le rêve, l'objectif, les deux valeurs, l'unité de mesure, le partage à égalité. Voilà le lien à Favie. Le gars vient travailler, bien sûr, pour gagner sa vie, mais aussi pour rester dans son village. Comment? En faisant plus de pièces bonnes, à leur payer. Parce que c'est comme ça qu'on fera plus et mieux pour moins cher. Et le résultat, c'est qu'il a 18 mois de salaire. Et comme je ne suis pas bête, il a 18 mois de salaire qui rentre sur toute l'année. Boucher-la-Vallée n'a plus de goût. Il y en a 70% de l'intéressement estimé qui est en janvier. Après, il y a la participation au mois de mars-avril. Fin juin, il y a les 30% qui restent. La prime Sarkozy, je ne sais pas où vous la mettre là-dedans, parce qu'on leur met 2% avec la prime Sarkozy, c'est avec les dividendes. Bon, hein. Je ne sais pas où vous la mettre, mais ça leur fait quand même, je ne sais plus combien, ça fait un paquet de fric, on a fait ça généreusement. Et après, avant les vacances, ils ont la moitié du 13e mois, ça rentre sur tout autour de l'année, ce truc-là. Voilà la cohérence qu'il a fallu. Alors, arrêtez de contrôler, commencez à réfléchir, qu'est-ce que vous proposez comme rêve aux salariés? Si vous ne proposez pas. Si vous laissez libre les champs des valeurs, vous aurez les syndicats. Si vous saturez les champs des valeurs, les syndicats ne peuvent pas rentrer. Retenez aussi qu'il n'y a pas de syndicats en France. Hein. Il y a que des associations de défense des intérêts des fonctionnaires. Il n'y a aucun syndicat en France. Vous savez que les ouvriers, il n'y a pas très longtemps, c'est Balladur qui avait fait ça. La période de référence pour leur retraite, c'est 10 ans. On l'a passé à 25 ans. Pas un syndicat n'a bougé. La période de référence pour les fonctionnaires, c'est 6 mois. Passez-la à un mois seulement, on va voir le bordel. C'est un des problèmes majeurs de la France. On n'a pas... La France est un pur sang monté par un jockey obèse qui se prend pour le cheval. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que quand le jockey parle au cheval, il se parle à lui-même. Parce qu'il parle à des syndicats de fonctionnaires. Donc c'est Thibault de la SNCF qui négocie avec des politiques qui sont composés à 60% de fonctionnaires le chômage. Alors qu'ils ne savent pas ce que c'est ni l'un ni l'autre. Ça, c'est un des problèmes majeurs de la France. Donc, à notre petit niveau de patron, parce que nous, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de patrons qui font la politique. On n'a pas le temps. Tout ce qu'on peut essayer de faire pour préparer cette société de demain, c'est peut-être déjà d'abandonner, à la suite de mon témoignage et d'autres témoignages, ne prenez pas ce témoignage-là, ne prenez pas ça en modèle, c'est pas un modèle. Ne prenez pas ça en exemple, c'est pas un exemple. Hein. Vous faites famille.com, vous verrez des trucs de bon sens. Prenez là-dedans ce qui vous va bien, mais prenez autre chose chez Keguiner. Prenez autre chose chez fait venir Isaac, hein, à Gates. Prenez autre chose chez... Isaac, il n'a jamais rien fait, c'est un enseignant-chercheur, mais un bon. Parce que les enseignants-chercheurs qui sont mauvais, il y en a beaucoup. Hein. Qui est à l'ESCP, qui lui n'a jamais rien fait, mais justement étudie des gens comme moi et d'autres, dans le monde entier, Gore, Google, etc., pour voir les points communs qu'il y a dans cette société basée sur la confiance. Hein. Je disais en aparté à je ne sais plus qui, il y a quand même des messages d'espoir.
Le SC Paris a sorti, ça fait 2 ans que j'interviens, ça fait 2 ans que ça existe, a sorti un master en 6 mois pour des jeunes gens et jeunes filles diplômés de l'ESC et de l'ESCP qui en 6 mois désapprennent ce qu'ils ont appris. Grosso modo, on leur dit, voilà, on vous a appris des trucs stupides parce que vous allez rentrer dans un monde stupide et c'est qu'en étant stupide dans un monde trop stupide que vous aurez le pouvoir. Quand vous aurez le pouvoir, commencez à considérer quand même qu'il faut manager l'incertain et puis gérer le certain, quoi. Ils ont appelé ça aller vers le management social. Social, socius. Socius, compagnie. Compagnie, compagnon, copain, qu'on partage le même pain. Social, étymologiquement, ça veut dire partager le même pain. Manger dans la même gamelle que l'inspecteur du travail, que le grille, que les salariés. Non, important. Il faut que l'inspecteur du travail, c'est un collaborateur t'aime. Il faut que le grille t'aime. C'est ton boulot, ça. Hein. Sortez de vos usines. Faites en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Si vous voulez, je vais conclure sur cette formule-là, qui n'est pas moi, qui est de François Julien, mais de laquelle j'adhère totalement. Tu leur mettras les ficelles, tiens, aussi. Ces petits trucs qu'on fait nous, mais qui peuvent marcher partout. C'est ça. C'est la première définition du management que je connaisse. Le bon prince est celui qui, en supprimant les contraintes, supprimer toutes les contraintes internes qui ne servent à rien. Les seules contraintes externes, les seules contraintes tolérables sont les contraintes externes. Du DRIR, vous n'avez pas le choix, de l'inspecteur du travail, il est dehors, le client bien sûr, mais le fournisseur aussi. Ne négligez pas vos fournisseurs. Valeo va mourir parce qu'il n'a plus que des mauvais fournisseurs. Je suis désolé pour toi qui es fournisseur, mais tu gagnes rien avec eux. Alors, effectivement, lui me dit, ce que disait Barenton, ménage tes mauvais clients parce qu'ils sont source de tes progrès. Ménage d'autant plus tes bons clients parce qu'ils sont source de tes profits. D'accord? C'est vrai. Mais à mon sens, avec Valeo, on n'apprend rien. Moi, j'ai essayé, j'ai rien appris, je me sauve. Tu as des mauvais fournisseurs, tu as des mauvais clients qui t'apprennent quelque chose. Non, mais non, si tu es heureux comme ça, encore une fois, c'est un témoignage, il faut le soit donné. Hein. Surtout que ça se trouve, tu es plus vieux que moi. Non, c'est pas vrai. Les contraintes, faire le tour des contraintes, inventer le petit caillou dans la chaussure, aller voir les gens. Vous savez, quand on a un petit caillou dans la chaussure, c'est chiant, hein, on est en forme. Puis le petit caillou, qu'est-ce que les contraintes? Allez, c'est quoi le petit caillou? Et levez les contraintes, foutez en l'air les papiers qui servent à rien. Un papier où il n'y a pas de client, vous foutez à la poubelle. Un papier qui part du contrôle, foutez à la poubelle. Supprimez toutes les contraintes internes. Les exclusions, pourquoi les chiottes sont plus belles dans les bureaux ou dans les ateliers? Je vois pas pourquoi. Quand on pisse, on est tous égaux. C'est une des premières choses que j'ai fait à 30 ans. J'ai fait faire les chiottes en bas, mais alors, nickel, avec du marbre. Les ouvriers, quand ils sont venus, ils me disaient, mais... Et le gars qui a fait ça m'a dit, on va pas mettre de lavabo, parce que s'il s'appuie, ça va tomber. J'ai dit, je veux que ça tombe quand on s'appuie. Voyons quoi, c'est jamais tombé. Les entrées d'usine, généralement, il faut que les gens sortent bronzés à l'autre côté. Et on est fatigué, on arrive à 4 h du matin dans son usine, il fait froid, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait de la musique, il faut que les gens soient bronzés. Faites ça en jaune, pas en marron. La plupart des usines font les trucs en marron parce que s'ils mettent les pieds sur les murs, faites-le en jaune clair, ils ne mettront pas les pieds sur les murs. Pourquoi certains ont des places de parking et pas d'autres? Faites-le, un jour normal, arrêtez de dire ce que vous avez fait, faites. Un jour normal, les gens vont arriver à leur place de parking, il y aura marqué client. Vous faites ça dans les 10 minutes qui suivent, toute l'usine c'est quelque chose qui va changer, de façon irréversible. Et là vous direz avocat, mais attends, t'as aucune importance toi. C'est le client qui est important. T'es moins important qu'un ouvrier. Un ouvrier, demandez à certains de vos collaborateurs de justifier leur salaire. Dites à un gars, tu gagnes combien? 2000 €, ça fait 4000 €. Ouais, vous savez, quand vous donnez 1000 net, vous avez coûté 2000 à la collectivité, avec le 13e mois, truc machin. Hein? Je ne sais pas, par 17 mois, tu as gagné 50 000 €. Prouve-toi toi-même que tu as gagné 50 000 € par ton travail. Ne demandez pas ça à un DRH ou un comptable, ça serait de l'acheter. Demandez ça à des gens de qualité. Un agent qualité doit justifier son salaire, par les contrôles qu'il a supprimés, par les améliorations qu'il a amenées, par le nombre de pièces bonnes en plus qu'on fait. Un ouvrier ramène 4 à 5 fois son salaire. Vous regardez votre valeur ajoutée. La valeur ajoutée comptable, elle est faite que par les ouvriers. D'accord? C'est facile de chiffrer la masse salariale des ouvriers par rapport aux ouvriers. C'est 3 ou 4 fois leur salaire qui gagnent avec. Hein? Un patron, il ne peut pas justifier sa place, ça c'est sûr. Sauf que, je me dis, si on fait des moteurs électriques, c'est en partie grâce à moi. Si on fait ça, c'est pas moi qui ai trouvé. C'est pas moi qui ai trouvé. Et si j'avais pas été voir Shiba, qui m'a dit, le patron, c'est le ferment du truc. Il est là pour faire rentrer les signaux faibles. Mais il est incapable de les exploiter. J'étais incapable, moi, de faire ça. Hein? Claude était capable, le chef de fond. Ok? Permettre à chaque existant, ça c'est nouveau. Alors, la mer Aubry, j'ai fait une fois une conférence, une remise de prix de MFQ à Bercy. C'était à l'époque où les 35 heures démarraient. Dans mon discours, j'ai dit, Madame Aubry a fait plus de dégâts que le Parti communiste en 40 ans. Et c'est vrai. Le Parti communiste, de bonne foi, cassait le système pour le remplacer par un système auquel il croyait. On ne peut pas leur en vouloir. C'est humain, c'est logique, je le respecte. Hein. La mer Aubry a tout cassé, c'était 35 heures. En Picardie, et il n'y a pas d'émigrés en Picardie.
Parce que pour différentes raisons, il n'y a pas d'émigrés. Donc on n'a pas cette excuse. Il y a 30% de gamins qui viennent, qui tournent 3 heures, qui se cassent. Il y a 30% qui restent le temps qu'il faut pour amorcer le chômage. Et il y a 30% qui veulent bosser. C'est ceux-là qu'il faut faire rentrer. Mais ceux-là veulent exister par leur travail. Comment faire en sorte qu'ils existent? Foutez-leur au moins la paix, putain. Expliquez-leur pourquoi il faut faire les choses. Laissez libre du comment, laissez s'organiser. Quand quelqu'un rentre chez nous, il y a un blason, que vous avez vu, mais le blason, j'en ai un là, il est métallique. Hein. L'intérimaire, on passe 1 heure, le leader passe 1 heure avec l'intérimaire. Retenez ça, Matsushita. Matsushita, en 70, avait écrit une lettre, une seule lettre, hein, c'est un directeur de l'électronique, en disant l'Occident va perdre et on va gagner, en 70. L'Occident va perdre parce que vous vous adressez aux mains de vos salariés. Nous, on s'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Quand j'ai compris ça, je me dis, merde, le mec, il m'explique ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai fait. Hein. Par contre, l'intérimaire, c'est le seul qui vend ses mains. Comment s'adresser à son cœur? Par le blason. On passe 1 heure. Et le lendemain, le leader passe la matinée à le présenter à toute l'usine. Il fait le tour de toute l'usine pour le présenter. Et après, il a 5 jours de formation par quelqu'un d'extérieur dans ce métier, un intervenant extérieur. 1 jour sur les valeurs famille, bonne foi, bon sens, bonne volonté, bonne humeur, oui, ça dans le film. Hein. 1 jour sur les valeurs, 1 jour sur la sécurité, 1 jour sur l'environnement, 1 jour sur la qualité, 1 jour sur la productivité. Et là, on leur apprend le TPM, le truc, le machin, puis après ils vont plus loin, il y a d'autres qui viennent, qui interviennent pour leur filer les outils de la qualité. Quality control, encore une fois, tout contrôle, c'est maîtriser, utiliser les outils de la qualité pour l'autonomie des gens, pas pour les contrôler. D'accord? Son agir sans agir, qui n'est pas ne rien faire du tout, est une forme de laisser faire pour faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. C'est ça le management. Et moi j'ai appris ça au Saint-Smithère parce que j'étais dans l'artillerie Rollins Jones, fusil nucléaire à tête nucléaire, fusil à poudre à tête nucléaire, le fusil américain. Entre parenthèses, j'avais compris qu'en 75-80, c'était pas beaucoup hein, avec les fusées russes à Cuba, on a fait ça péter. Hein. Moi la mission que j'avais quand je revenais, c'était de raser Cologne, vitrifier Cologne. Ce qui est assez logique, hein. On avait encore des officiers qui avaient été à Dachau ou dans ces camps-là, donc ça ne nous gênait pas beaucoup de sacrifier le peuple allemand. Hein. La stratégie, c'est qu'on laissait 3 jours aux Allemands pour se plier, on laissait les Cosaques avancer, et on vitrifiait. Hein, 150 millions de morts. D'accord mais au Saint-Smithère, 21 ans, 22 ans, je ne me vois pas donner des ordres à un adjudant qui avait 35 ans, 40 ans, qui avait fait l'Algérie, mais certains même vieux avaient fait la fin de l'Indochine. Il faut faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Arrêtez. Alors on n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas le bonheur. On n'apprend pas à laisser les chances au hasard. On n'apprend pas à chercher les signaux faibles. On n'apprend pas à respecter les signaux. Regardez, mesdames, si vous aviez réfléchi, vous vous seriez mariés? Non, c'est sûr. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai l'écolo, les filles m'appelaient Adonis. T'as vu le résultat? Voilà. Vous avez eu un signal faible, un regard, un sourire, une plaisanterie, l'intuition, pourquoi pas, mais vous êtes mariés, d'accord? Si on réfléchit, on ne fait pas d'enfants. Donc maintenant, on choisit de faire des enfants. Nous, on fait des enfants sans faire exprès. Quand on fait un enfant, on a une intuition que c'est le moment d'avoir un enfant, on a une envie. Si on réfléchit, on ne fait jamais un enfant. Est-ce qu'il va être normal? Est-ce qu'il ne va pas ressembler à son père? Est-ce qu'il va avoir du travail? Est-ce que ce gars-là ne va pas être élu? Hein? En conclusion, les étudiants de grandes écoles, tous les étudiants, je leur dis, vous m'écrivez ça, vous me le punaisez au-dessus de vos clics, et tous les soirs en faisant la prière, vous me lisez ça. Si déjà, ça me gêne, parce qu'en fait, moi je suis jamais qu'un petit patron, rien du tout, hein, par rapport à d'autres patrons. Mais franchement, je disais à Henri, là, ça fait 4 réunions de germe que je fais, où je vois franchement que le problème des grandes entreprises, c'est les patrons. Ou la structure, ce que je dis même, parce que les patrons, c'est ça, c'est la structure. Hein. Supprimer les contraintes, bon sang, essayez de faire en sorte que la contrainte client apparaisse. Hein. Parce qu'on vous fait les courses, le client. Alors, je vous fais pas, parce qu'on n'a pas le temps. Mais nous, les ouvriers, tous les mois, tiens, je vais finir là-dessus, tiens, je vais finir là-dessus. Hein, je vais finir là-dessus. Vous allez voir pourquoi je suis inquiet. Ça, c'est la vieille matrice de la qualité. Les Japonais nous ont dit, non, c'est des clients, hein. C'est pas les consommateurs, c'est des clients. Parce que nous, le client a le droit de choisir sa voiture, hein, du moment que c'est noir. Non, et puis le client, il a des spécifications. Et quand on fabrique ce qu'on a spécifié et que veut le client, c'est la qualité. D'accord? Après, tu as la surqualité, truc machin, c'est la vieille matrice. Hein. Et puis, petit à petit, on a mieux spécifié, et puis on a mieux fabriqué. C'est comme ça qu'on a gagné des sous. Et seuls ont subsisté les gens qui ont fait ça, normalement. D'accord? Puis après, tu arrives à un signal faible. La fumée d'usine. Dans le temps, moi, il y avait le symbole de l'usine, c'était une petite truc comme ça, avec une cheminée qui fumait. Ah, puis il y a des farfelus dans les années 70, les pics. Ah, la fumée d'usine, ça fait tousser les fleurs.
qui n'a pas intégré ça, il était mal barré. Hein. Après, il y a eu le social, mais quelle relation il y a dans vos entreprises sociétales? Est-ce que l'entreprise rapporte à la collectivité? C'est le développement durable, ça. Hein. Le développement durable, c'est la conjonction du fric en premier. On philosophait avec des gens hier, là, ils disaient l'argent, non, pas en dernier, en premier. Un système capitaliste, c'est le fric qui est en premier. Maintenant, il faut aussi faire attention, et c'est toute la difficulté d'ailleurs. Hein. Moi, au CNAM, j'ai fait 11 ans de CNAM, pour évaluer l'entreprise, on prenait le compte d'exploitation, truc machin, c'était que les sous. Maintenant, l'entreprise, est-ce qu'elle pollue? Est-ce qu'elle a un avenir? Quelle est la relation? C'est vachement compliqué d'évaluer une entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui n'ont pas fait ça risquent de disparaître. Petit à petit, ceux qui subsisteront seront là. Mais il va y arriver à avoir un signal faible. Quel sera ce signal faible? Et c'est ça ma hantise. De même qu'il y a eu plein de signaux faibles. Vous avez vu qu'ils sont arrivés en 15 ans. En 80, on ne parlait pas des petites fleurs. On n'intégrait pas ça à notre démarche. 80, ça fait 30 ans. En 30 ans, on s'est pris les petites fleurs, le social, le sociétal. On est en fin de course du capitalisme basé sur les biens de consommation domestiques, parce que c'est ça aussi la révolution qu'a fait ma génération. On a désinventé la guerre et on a inventé les biens de consommation domestiques. Avant, c'était les biens de consommation industriels avant-guerre. Le frigidaire, machine à laver, le téléviseur, sèche-cheveux. On est allé jusqu'au sextoy. Il y a 5 ans, je feuilletais un catalogue de la Redoute chez ma mère. Il y avait 4 pages, il y a 5 ans, de sextoy. Et je me suis dit, merde, on a fait le tour des trous. Parce que la vie, c'est le plaisir des trous. La vie, c'est le plaisir des trous, parce que c'est dans les trous qu'on communique. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On ne peut plus rien inventer, on a fait le tour des trous. Et qui plus est, on ne peut plus rien inventer. On a appris aux Chinois à faire des sextoys. Donc on ne va plus en faire. Donc on a même plus ce truc-là. Hein? Quel est le signal suivant? J'en sais rien. Mais ce que je sais, ce que je pressens, c'est que ceux qui continuent à bosser comme ils bossent, basés sur le contrôle, avec des structures pléthoriques, etc., ne survivront pas pour absorber ce qui arrive. Que je suis incapable de dire. Ce n'est pas l'islam. Pendant longtemps à l'APM, je posais la question à mes copains de l'APM, je leur disais quel pourrait être le prochain signal. Il y a encore 4-5 ans, je me disais c'est peut-être l'islam parce que de tout temps, la France est un pur sang. La France est un pur sang. Les pays de l'Est étaient un pauvre cheval, un quinjot qui est obèse qui se prend pour le cheval. Le cheval s'est effondré. Mais on a un pur sang, pourquoi? Parce qu'on est le cul-de-sac de l'Europe. À chaque conflit, mon grand-père était suisse, il faut être con pour migrer quand on est suisse, mais c'est autre chose. Mon beau-père était italien. À chaque conflit, les meilleurs sont allés jusque-là, et puis ils se sont arrêtés parce que c'est la mer. Et les meilleurs des meilleurs ont traversé. Et les meilleurs des meilleurs sont allés en Californie, pareil pour les jeunes. C'est pour ça que la Californie était le cerveau du monde pendant longtemps. Parce que c'est les meilleurs des meilleurs. Donc la France est un pur sang. D'accord? Hein? Donc on a de la ressource, on a tout ce qu'il faut. Mais ce pur sang, c'était des flux migratoires basés sur l'homme est bon et ne fait pas autre appui que le judo-chrétien. Et c'est la première fois qu'on avait un choc culturel énorme, si le flux migratoire n'était pas n'aime ton prochain comme toi-même et fais un truc que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'était l'islam qu'on ne connaît pas. Donc pendant longtemps, mes copains disaient, c'est peut-être l'islam. Sur le plan culturel, j'entends, pas sur le plan religieux. Hein. J'ai bien peur que ce ne soit pas l'islam, moi. Il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la rupture, de la bascule? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ceux qui se sont pas remis en cause. Et je ne prétends pas qu'on était au bout de notre remise en cause. Je ne prétends pas ça, encore une fois. Hein. On a fait une tentative pour sortir de l'ornière. Hein. Je vous présente cette tentative pour sortir de l'ornière. Mais à mon sens, ceux qui resteront dans le contrôle, dans la gestion par les chiffres, etc., ils n'absorberont pas le message suivant. S'adapter à l'incertain. Voilà, il y a un incertain qui arrive. Le propre du chasseur, comme du cultivateur, c'est la réactivité. Il y a très longtemps, j'étais au CNAM, on disait déjà, le temps n'est plus où c'est les gros qui mangent les petits, c'est les rapides qui mangeront les lents. D'accord? Là, je crois que c'est ceux qui vont s'adapter. C'est darwinien, il va se passer quelque chose. Là. Hein, c'est la fin des dinosaures. Hein, c'est darwinien, il va se passer quelque chose. Alors, mes propos, conclusion, ne sont pas pessimistes. Hein. Ce que je vous dis, ce n'est pas du pessimisme, parce qu'on se bat, il faut se battre, ce n'est pas du pessimisme. Je vous propose une vision qui est d'un petit patron de province qui vaut rien. Je ne suis pas Luc Ferry, moi. Hein, j'ai écrit, vous voyez mes bouquins, c'est des pauvres petits bouquins de rien du tout, plein de bon sens. Hein. Je n'ai pas la prétention de proposer une vision, je n'en suis pas capable. C'est juste un pressentiment que j'ai. Ce n'est pas une crise, c'est une rupture. Notre responsabilité de patron, c'est d'être responsable du bonheur de 600 familles, dans mon cas. Comment faire en sorte que ces 600 familles puissent passer de l'autre côté de la rupture sans être à l'abandon? C'est joli comme conclusion. Vous avez des questions?